Salut à tous, c'est Corinne. Bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Maude. Salut Maude. Bonjour à toutes. Ça nous fait super plaisir de t'interviewer. Maude, elle est une serial investisseuse, franchement au top. Alors, je suis née à Saint-Brieuc, donc dans les Côtes-d'Armor. Je suis une bretonne de pure souche. Et j'approche de la quarantaine puisque je suis née, on va dire, le 31 mars 81. Alors, j'investis pas très loin de chez nous, au final. Voilà, on a décidé, il n'y a pas très longtemps, on a investi un petit peu plus loin. Mais voilà, on investit en général aux alentours. Voilà, pas très loin. Locatif pour le moment, mais achat-revendre reviendra. Mon objectif, je dirais la liberté. En fait, la liberté de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, de pouvoir profiter de ma famille à fond, en fait, et de pouvoir créer, et c'est pour ça qu'on fait tout ça aussi aujourd'hui, un avenir en fait à mes enfants, à nos enfants, voilà, ce qu'on n'a pas eu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a été malheureux ou autre, mais c'est vraiment de pouvoir être libre de faire ce que je veux quand je veux et avec qui je veux. Justement, je pense que c'est le pilier qui me permet d'atteindre cette liberté finalement. Alors, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, l'immobilier en fait partie. Et pour moi, l'immobilier, c'est aussi l'approche patrimoniale. J'aime ça en fait. C'est une passion. C'est vraiment, c'est limite, c'est pas viscéral, mais peut-être que le terme est un peu fort, mais vraiment, c'est une vraie passion. J'adore ça. Non, je pense pas. Au contraire, je pense que même parfois, ça peut aider d'être une femme. Pour le fun, je dirais le kiff. C'est kiffer la vie, profiter, parce que voilà, la vie peut être parfois très courte. Et du coup, faut y aller, il faut mettre tout en place pour. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Maude, est-ce que tu veux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es entrepreneuse? Est-ce que tu es salariée? Qu'est-ce que tu fais en fait? Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes. Moi, je suis conseillère en gestion de patrimoine, déjà. Je suis également chef d'entreprise, puisque par ailleurs, on a une société. On est en train d'en créer une deuxième, qui devrait arriver incessamment sous peu. Gérante de différentes structures également. Et puis maman. C'est aussi une belle activité qui me prend aussi pas mal de temps. Voilà, donc je fais un petit peu tout ça en même temps. Donc, un rythme de vie, on va dire, assez dense. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé d'investir dans l'immobilier ? Pourquoi ? Écoute, je pense que c'est grâce aussi à mon activité. En fait, je suis arrivée dans le domaine bancaire en 2005. Par hasard, puisqu'à la base, je me destinais vraiment pas du tout à ça, parce que j'étais plus partie pour faire du marketing, donc rien à voir. Et au final, j'ai monté les échelons assez rapidement et j'ai eu une approche. J'ai toujours été intéressée par le patrimoine très rapidement. J'ai tout fait pour, en tout cas, avoir cette approche-là. Donc très rapidement, j'ai eu aussi des clients, on va dire, assez aisés, typologie un petit peu, très aisée. Et j'ai toujours amené à l'immobilier parce que ça m'intéressait beaucoup. J'avais aussi beaucoup de rendez-vous avec des partenaires immobiliers, donc j'ai beaucoup appris grâce à ça lors d'entretiens. J'ai toujours eu une approche globale et en fait, ce qui m'a beaucoup attirée, c'est de pouvoir susciter l'envie, le besoin des clients qui ne pensaient pas pouvoir acheter dans l'immobilier. Donc ça, c'était hyper gratifiant pour moi. Et donc, ça arrivé naturellement et en fait, après, il y avait aussi des clients investisseurs, donc je m'y suis intéressée, je posais des questions. Et puis je voyais, finalement ça a été pour moi, ça s'est fait naturellement, ça s'est présenté à moi et j'ai voulu en savoir plus et voilà. Mais au début je cherchais pas du cash flow, je cherchais pas tout ça en fait, j'avais pas encore cette notion-là d'ailleurs. C'était plus l'approche plutôt patrimoniale, me dire d'avoir des appartements en tant que nana. Moi dans ma famille on n'a jamais connu ça. Enfin moi j'ai connu comme beaucoup, c'est-à-dire d'avoir une résidence principale, une voiture, un bon CDI, on profite un peu puis ça s'arrête là. Mais non, moi je voulais plus que ça en fait. Ça s'est présenté à moi, mais voilà, je sais pas comment l'expliquer. Ça s'est fait naturellement. Ok. Et je pense que mon activité professionnelle a fait que ça m'a aidé
parce que j'ai été entourée et puis j'ai eu des diplômes aussi qui ont fait que je m'y suis intéressée davantage. Et j'aime aussi tout ce qui est un petit peu stratégie, toutes les problématiques liées au patrimoine, à l'immobilier, etc. Tu baignais dedans, en fait. Donc, du coup, à force, ça t'a imprégné et ça t'a permis aussi d'avoir des opportunités. Exactement. Et comment tu as ciblé les secteurs où tu as commencé à investir? Alors, les secteurs, justement, pas très loin, puisque forcément, je connais mes secteurs où j'ai investi. Et puis, quand j'ai démarré aussi, j'ai démarré dans un secteur où j'ai commencé via des clients où je voyais qu'ils investissaient là-bas. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai regardé, j'ai fait des études de marché. Je me suis dit, tiens, why not? Pourquoi pas y aller? Et au moment-là, l'immobilier n'avait pas flambé autant qu'aujourd'hui, là où j'ai commencé à investir. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Mais c'est vrai que on part du principe que, en tout cas pour ma part, d'investir proche de chez soi, au moins tu connais le secteur, tu connais le développement, tu sais ce qui va se faire. Du coup, c'est rassurant. Tu sais où tu vas. Voilà, donc ça s'est fait. Puis après, les derniers investissements, ça s'est fait dans des secteurs où c'est parti vraiment au hasard. J'étais en vacances, je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu les annonces comme ça. On n'était pas parti pour investir. Et finalement, j'ai regardé, je voyais un immeuble qui avait l'air pas mal. Je ne connaissais pas la ville, sincèrement. Je ne connaissais pas parce que là, c'était en bord de mer. Et puis, j'ai fait une étude de marché et au final, ça m'a paru bien et on a bien fait de le faire parce qu'aujourd'hui, ça marche très bien. Donc, voilà. Mais souvent, je fais des études de marché. On a tous les outils aujourd'hui pour pouvoir faire des études de marché. Alors après, il y a une certaine stratégie. Il faut bien regarder. Il y a des sites pour ça. Et grâce à ça, finalement, on voit que ça peut que fonctionner. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près dans quelle région de France tu vis? Dans quelle région? Pas très loin. Dans le nord, hein, on va dire dans le nord plus ou moins, mais proximité région parisienne. Vraiment proximité. Hein. On est proche du 95, de Paris, on est à 40-45 minutes. Voilà. Pour que les gens te situent un petit peu, savoir si tu es à Toulouse, à Marseille ou dans le nord. Non, dans le nord. Alors, est-ce que selon toi, c'est difficile d'investir quand on est une femme? Non, je pense pas. Au contraire, ça peut aider. Et puis parfois, je m'en suis amusée d'ailleurs. Parce que parfois, le fait d'arriver en tant que femme, en fonction du domaine pour lequel tu vas chercher des renseignements, je parle des travaux par exemple, ou de l'immeuble quand tu vas faire tes visites ou quoi, quand tu es face à parfois un homme, il peut se dire tiens, c'est une nana, peut-être qu'elle s'y connaît pas trop, etc. Donc moi, je laisse faire. Et puis au final, avec certaines questions, il voit qu'au final, il va pas pouvoir me le faire à l'envers et que voilà, que je m'y connais à minima. Donc au contraire, je pense que parfois, je m'en sers et j'en joue. Et puis, ce que je ne sais pas faire, je délègue. Alors j'essaie d'apprendre parce que c'est toujours enrichissant d'apprendre grâce à ceux qui s'y connaissent justement. Mais je ne vais pas aller m'aventurer dans ce que je ne sais pas faire pour perdre trop de temps, alors que je pense, et comme tout le monde, on a tous des qualités et des défauts. Donc, il vaut mieux peut-être développer et axer sur les qualités plutôt que d'essayer de tout gérer parce qu'on peut pas tout savoir, c'est pas possible. C'est clair. C'est marrant, c'est exactement le post que j'ai fait hier soir où je parlais de la déco. Ah oui. Il y a plein de nanas qui adorent la déco. Ouais. Comme moi, j'adore ça. Voilà, c'est ça. Et moi, ça me saoule. Et du coup, je dis, mais au lieu de dire, il faut que je fasse comme les nanas, parce que les nanas, c'est fait pour la déco. En fait, non, c'est pas mon truc. Tu trouves une décoratrice, tu délègues et tu passes au sujet suivant. Je te rejoins là-dessus. Parce que je pense qu'en effet, si tu cherches à trop vouloir tout savoir, c'est important. Il y a des choses, il faut avoir des bases. Mais on ne peut pas être... il ne faut pas être trop perfectionniste dans tout. Je pense. Il faut continuer à exceller là où on a des qualités, à mon avis, pour pouvoir avancer plus vite. Après, donc tu disais, quand tu fais des visites, tout ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta situation familiale, comment est-ce que tu investis? Si tu investis seule, en couple, voilà. J'investis en couple. Ça, c'est justement, je pense que c'est aussi notre force aujourd'hui parce qu'on a nos qualités de nos défauts réciproquement. Donc j'avoue que c'est grâce à ça qu'aussi on se délègue mutuellement et ça s'est fait, en fait, depuis le démarrage, ça s'est fait très naturellement. On n'a pas eu besoin de se parler, on sait naturellement quelles sont les tâches de chacun, ce qui n'empêche aucunement de s'intéresser aux tâches de l'autre, mais encore une fois, pour perdre moins de temps, on se délègue mutuellement là où on est... là où on a nos qualités pour pouvoir aller beaucoup plus vite.
Donc, on a démarré chacun indépendamment de notre côté avant de se rencontrer, puisque nous, c'est une réunion. Parce qu'avant, on a eu des vies différentes et c'est pour ça qu'on a des enfants de 2 lits différents. Mais en fait, la fusion a fait que justement, on a explosé au niveau de l'immobilier. Vraiment, parce que l'un comme l'autre, on est très passionnés par ça. Génial. Okay. Donc, ma situation matrimoniale, en tout cas, on est passé testament des enfants de 2 lits, qui fait qu'on fait attention justement à tout ça, et notamment l'approche de tous les investissements, qu'on les fasse bien pour se protéger mutuellement au niveau de la protection, au niveau de la succession, de la transmission, etc. Ouais, donc ça, c'est aussi un gros sujet d'apprentissage, du fait d'être une famille recomposée, de voir toutes ces composantes que tu n'as pas forcément quand tu es mariée avec les enfants du même lit, tu poses moins de questions, quoi. Donc, y a ça aussi. C'est un peu différent. Malgré tout, je pense que l'immobilier, on parle souvent de l'immobilier, la rentabilité, le cash flow, la fiscale, mais on parle assez peu de savoir comment investir de la bonne manière pour éviter toutes les conséquences justement liées aux séparations, liées aux successions, aux transmissions, à la protection. Et pour autant, c'est quand tout va bien qu'il faut aborder les sujets-là, c'est pas quand tout va mal, parce que c'est trop tard. Ah non, mais clairement, et pour moi, ça a beaucoup d'importance quand on investit dans l'immobilier, parce que c'est des choses qu'il faut aborder au préalable. On peut le faire a posteriori, mais quand on le fait parfois trop tardivement, ça peut coûter beaucoup plus cher. Ça peut être plus compliqué, alors que si on le fait dès le démarrage, je pense que c'est la meilleure solution. Ouais. Mais ça, on entend assez peu parler de ça. Est-ce que tu en parles à tes enfants de ce que tu fais en termes d'immobilier? Oh oui, ils ont l'habitude. Bon, il y en a le grand, 12 ans, j'avoue, il est plus dans sa période de Prado, il s'en fout, complet. Mais après, on a les 2 filles, celle de 8 ans. Au contraire, elle s'intéresse beaucoup, elle adore la déco, elle vient, elle regarde même les émissions de déco, de rénovation, elle adore ça. Et puis la toute petite, c'est pareil, parfois elle a eu des réflexions. Bon, on va dans quelle maison aujourd'hui? On va dans quel appart? Moi, je sais plus. Voilà, ils nous suivent partout, ils ont l'habitude en fait. Justement, on veut les baigner dedans. Alors, pas trop non plus, mais qu'ils aient l'habitude quand même, parce que ça fait partie aussi de notre quotidien. C'est nous, ça fait partie de nous. Donc voilà, pour nous, c'est important, mais ils ont l'habitude, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton premier investissement, comment ça s'est passé? Le tout premier. Flashback. Au démarrage, forcément, résidence principale, des choses assez basiques comme tout le monde. Mais après, voilà, j'ai démarré un peu comme beaucoup, c'est-à-dire, j'ai voulu commencer par un petit appartement pour un petit crédit avec un petit loyer. Ça me rassurait parce que je démarrais. Pour moi, l'immeuble de rapport, c'était pas possible. Enfin, je veux dire, en plus, au moment-là, j'étais seule, j'avais les 2 enfants. J'avais eu des changements professionnels, il y a eu pas mal de choses qui fait que, de partir sur un immeuble, j'avais aussi cette connotation un peu qui fait que je me disais que l'immeuble, c'est pas pour moi, c'est que pour les personnes, justement, au contraire. Ça me paraissait gros. Bref, donc j'ai commencé comme beaucoup, donc par un petit immeuble. Par contre, je l'ai mis tout de suite en LMNP, donc ça, c'est grâce à mon activité où là, je savais que le LMNP, ça avait du sens fiscalement parlant. C'est-à-dire un petit immeuble, tu as commencé par un petit appart? Non, petit appartement. Parce que j'ai dit quoi? Un petit immeuble. Elle était sur la suivante. Non, j'ai commencé par un petit appartement. Donc, c'est un T2, 35 mètres carrés, dans une ville, on va dire, qui a explosé, qui est très étudiante. En fait, c'était un appartement qui avait été divisé dans une maison. Et puis, en l'occurrence, une amiénoise, c'est à Amiens. Donc, ça marche très bien. Et à chaque fois, je sais que quand je le mets en location, 5 ou 10 minutes après, j'ai 50 000 appels, il est hyper bien placé. Enfin, voilà. Donc, je l'ai gardé, ça fonctionne très bien. Je ne fais pas de cash flow dessus, c'est vraiment une opération flat. Ça fonctionne très bien. À un moment, je m'étais même posé la question, est-ce que je revends? Puisque ce n'est pas notre stratégie aujourd'hui, puisqu'on est plutôt sur des immeubles de rapport. Mais au final, comme ça se loue très bien, ça, voilà. Bon. Si ça ne te coûte rien, ça se rembourse, ça te fera un patrimoine à un moment ou à un autre, de toute façon. Voilà, si c'est bien placé, je verrai. Mais voilà comment j'ai commencé. Donc, un peu comme tout le monde, ça me rassurait, surtout en tant que nana, de me dire, bon, je démarre par le démarrage et puis je commence avec petit, ça me rassure. Ok. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes sur une stratégie plutôt immeuble de rapport, en fait. Ouais, complètement. Alors que justement, l'immeuble de rapport,
pour moi, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus rassurant au final. C'est marrant. Tout simplement. Moi, typiquement, ça me fait grave flipper les immeubles. Ah ouais, mais non, parce qu'au final, quand tu regardes, par exemple, mon premier appartement, où il y a un locataire, tu as une chance sur une qui ne te paye pas, ou tu as une vacance locative, ou autre, ça sous-entend que derrière, toi, tu vas devoir payer de tes deniers personnels. Oui. Quand tu es dans un immeuble de rapport, avec une stratégie de cash flow, bien évidemment, hein, mais tu pars, par exemple, sur 3 appartements, sans parler d'un truc, on n'est pas sur un immeuble haussmannien à 1 million, tu peux avoir des immeubles avec 3 appartes, ou le must, un local pro, 2 petits appartes pour démarrer, d'accord ? Et au final, avec une stratégie du 70-100, c'est-à-dire que 70% de tes loyers payent 100% de tes charges, ça te permet, toi, déjà d'être rassuré parce que tu te dis que 2 logements paieront 100% de toutes tes charges et qu'au pire, voilà, s'il y a une vacance locative, un locataire qui ne paye pas, un problème ou tout autre, tu auras les reins solides pour pouvoir finalement payer la différence puisque tu as du cash flow derrière. Donc, c'est hyper rassurant. Et le fait d'avoir un local, c'est aussi une stratégie puisque tu as une partie de la taxe foncière qui pourra être redistribuée à ton local au prorata temporis de la superficie des mètres carrés qu'il détient dans l'immeuble. Donc, après, c'est une stratégie. Et du coup, c'est plus rassurant, même pour la banque finalement. Parce que quand elle va calculer au prorata tes loyers, parce que souvent elle pondère une partie de tes loyers, comme tu as un cash flow positif, elle va se retrouver sur une opération flat entre le prêt immobilier et tes loyers que tu vas percevoir. C'est un point qui est hyper important. Là, tu as parlé d'un local commercial. C'est rigolo parce qu'il y a vraiment les deux discours. Moi, ce que j'entends sur Internet, voilà, c'est de dire qu'il ne faut surtout pas un local commercial parce qu'il y a plus de risques de vacances locatives, il y a plus de risques de problèmes d'impayés, etc. Et d'autres dire, mais au contraire, justement, c'est bien comme ça te diversifie. Donc, toi, tu es plutôt dans cette deuxième... j'ai toujours, le maître mot que j'ai toujours la diversification. C'est un truc, alors là, que ça soit au niveau des placements que vous pouvez détenir, en assurance vie, les PEA, les actions, etc. Que ça soit l'immobilier, moi je pars du principe qu'il faut diversifier, ce qui permettra de diluer le risque. Après, je vous l'accorde, quand on est sur des locaux pro, vous touchez une autre typologie, une autre cible de clients. Alors c'est sûr, ceux qui investissent dans des gros entrepôts, les rentrées locatives sont plus intéressantes. Par contre, quand il y a un problème, vous le sentez aussi davantage. Et ça, c'est une autre stratégie. Là, quand on est, encore une fois... Mais après, de toute façon, j'aurais tendance à dire, même dans l'immobilier, si on ne veut pas de risque, on ne fait rien. Dans l'immobilier, vous avez aussi des locataires qui ne paieront pas, où il y aura des travaux à faire. Enfin, je veux dire, il y aura forcément des risques quoi que vous fassiez. Maintenant, quand vous êtes sur une dilution, et d'autant plus dans une stratégie d'immeuble de rapport, quand bien même vous avez une vacance locative sur votre local commercial, les autres compenseront largement le reste. En fait, c'est la même chose que diluer le risque dans la coloc. Oui, la coloc. Où, tu te dis, si jamais tu as un vide, tu as les autres chambres qui couvrent. Mais exactement. C'est la même chose, sauf que... C'est à une plus grande échelle, c'est tout. Ouais. Non, mais c'est Après, peut-être aussi que... Alors, nous, on est sur Lyon et que les immeubles sur Lyon, c'est juste inabordable. Ah oui, donc, du coup, il faut s'éloigner de la ville où tu habites. Après, bon, je pense qu'on peut trouver quand même dans 1 heure ou 2 de Lyon, mais voilà, c'est peut-être moins... oui, après moi perso, ce qui fait peur, après on sort un peu du cadre, mais ce qui fait flipper, c'est en fait c'est tous les frais annexes du type façade, les toits, les communs, tu vois, c'est tous des choses que tu n'as pas réellement quand tu es dans une coloc. Ça se budgète, ça. Oui, voilà. voilà. En coloc, si, tu as la façade qui va être refaite et tu as l'appel de charge qui va tomber dessus. Non, mais comme quoi, tu vois, on a vraiment des freins quand tu as l'habitude de faire Et après, c'est les croyances imitantes qu'on se met. Au contraire, un immeuble, tu ne peux être d'accord qu'avec toi-même. C'est ça, t'as pas les... Voilà. Ouais. Mais du coup, quand tu es dans un appartement, une colocation, tu es tributaire de la copro. S'il y a des travaux tu n'auras pas le choix, il faudra les payer. Enfin, voilà, tu as des problèmes, tu veux faire, je te dis une bêtise, de la location courte durée, c'est pareil, tu ne pourras peut-être pas en faire, ça dépendra aussi des règles que tu peux avoir dans la copro. Enfin, voilà, tu es tributaire de d'autres personnes, tu as des charges qu'il faut aussi compter dans ta rentabilité, ce que tu n'as pas quand tu es ton propre propriétaire de l'immeuble. Non, pour moi, c'est vraiment un combo parfait. Et puis alors, le summum, c'est d'avoir le local, un appartement en location pérenne. Si je pars toujours du principe qu'on en a 3 dans l'immeuble, un appart en location pérenne et après de la LCD. Alors là, on est pumped up au niveau de la rentabilité. Voilà.
Bon, bah génial. On sait notre prochain objectif, Coco. Donc, ça répond à la question de, effectivement, quel type d'exploitation tu fais. Tu fais de tout. Tu fais du nu, de tout. De la courte durée. Ouais. Alors, par contre, on n'a pas encore fait vraiment en tant que tel de l'achat-revente. Ça, c'est vraiment, j'aimerais, mais quand vraiment je vais me mettre dessus, après chaque chose en son temps, on a déjà pas mal de choses en ce moment. C'est vraiment de faire du marchand de biens. Ça, j'aimerais vraiment. Mais c'est un nouveau challenge, mais ça, ce sera après. Et après, garage, non, on n'en achète pas vraiment en tant qu'investissement. On en a, bien évidemment, au niveau place de parking qui nous permettent une rentrée complémentaire. Je prends l'exemple là de ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle avec les 9 appartements où on crée 18 places de parking. Forcément, les 18 places vont aussi nous ramener du cash puisque moyennant, mais c'est un plus, c'est de la diversification et encore une fois, c'est une autre rentrée passive qui est moindre bien sûr, mais ça plus ça fait que on arrive à des rentrées plus conséquentes. Ok. Qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier ? Qu'est-ce que je déteste ? Ce que je déteste, en fait, peut-être, et d'autant plus, ça s'est accentué, on va dire. Je suis quelqu'un où je suis beaucoup à l'écoute. Je suis vraiment, je suis très à l'écoute, je suis bienveillante, je suis tout ce qu'on veut. Je peux comprendre qu'on peut avoir des problèmes aussi dans la vie. Donc, notamment, je parle des locataires, parce que quand vous faites de l'immobilier, vous êtes face à de l'humain. Vous devez quand même avoir, à un moment ou à un autre, de l'écoute. Des accidents de la vie, on peut en avoir. On peut être tous confrontés à ça. Et ce que je n'aime pas, c'est après le manque de respect que l'on peut avoir envers nous. Et puis le manque, le mensonge aussi. Donc je m'expliquerai par rapport à une autre question qu'on aura après. Mais ça, c'est un truc, ça m'insupporte. En fait, je ne supporte pas. Je suis quelqu'un de très transparente. Je dis les choses avec diplomatie s'il y a besoin ou autre, il n'y a pas de souci. Mais alors qu'on me manque de respect, ça, j'ai vraiment du mal. Donc ça, je parle au niveau des locataires, par exemple, où c'est déjà arrivé. Après, attention, l'immobilier, il y a aussi beaucoup de belles personnes et heureusement, tout se passe très bien dans la majeure partie des cas. Mais c'est aussi forcément quand vous êtes face à de l'humain, quand vous êtes face à de l'immobilier, c'est-à-dire avec les aléas que ça amène. Et ça, je pense qu'on en parle suffisamment. On est hyper transparent. On ne montre pas le bon côté que de l'immobilier. Il y a aussi les autres côtés. Et ça, il faut en avoir conscience, clairement. C'est un vrai boulot d'être investisseur quand même. Et ça, pour moi, j'ai du mal avec ça. Parce que parfois, on peut avoir des locataires qui sont vraiment, je trouve, qui manquent parfois de respect. On doit être à la limite au crochet d'eux. C'est à nous, limite, de se mettre à quatre pattes pour eux. Enfin, moi, c'est des choses que je ne supporte pas. Et puis après, ça peut être les aléas aussi. Par exemple, quand il y a des travaux à faire qui n'étaient pas prévus, ça demande une certaine réactivité. Donc avec les conséquences que ça a, c'est vrai que quand on a un emploi du temps, parce que quand il est chargé, on se dit tiens demain on va faire ça, et puis d'un coup ça nous tombe dessus, il faut remplacer un ballon. Alors oui, on délègue certaines choses, mais on a aussi fait le choix d'en faire par nous-mêmes parce qu'on aime ça. Alors c'est quelque chose aussi où déléguer, ça veut dire aussi faire confiance. Et ça, parfois on est tellement exigeant que voilà, parfois on a un peu de mal, mais on le fait, on travaille dessus. Donc c'est un peu tous les aléas que ça peut amener aussi, les travaux, les problèmes de fuite, ça fait partie de l'immobilier, donc on l'accepte. Si tu parles de déléguer, aujourd'hui vous avez quand même un certain patrimoine, beaucoup d'apparts à gérer. Est-ce que vous gérez tous vos apparts? Est-ce que vous les avez mis en gestion pour certains, notamment la courte durée, où il y a check-in, check-out, ménage? Comment vous organisez? Alors, il y a une grosse partie qu'on gère nous-mêmes. Alors, franchement, pour la location pérenne, sincèrement, c'est au début, quoi. On voit les clients, signe le bail. Souvent, la mise en route aussi. Parfois, il peut, Mais après, on n'en entend pas parler. Ouais. Après, la location courte durée, pour partie, une partie, c'est nous. Et une partie qu'on a déléguée. Parce qu'on est moins à proximité, qu'à un moment, on n'est pas superwoman. Et donc, du coup, il faut savoir déléguer. Il y a une partie qu'on délègue également. Okay. Donc, on fait les deux. Et parce que c'est une des questions qu'on nous pose, tu arrives facilement à trouver une société, une conciergerie qui gère tes courtes durées et dont tu es satisfaite à peu près?
Alors, pourquoi tu mets le doigt là où ça fait mais mal? parce que c'est le point dur de la courte durée, c'est de trouver, comme elle dit, quelqu'un de confiance, c'est vrai etc. que c'est relou. Donc voilà, donc, comme elle a de la courte durée, on lui pose la question directement. Quoi. Alors, pour les femmes de ménage, ça n'a pas été simple. Je pars déjà de la base parce que pour ceux qu'on gère en direct, on a directement la femme de ménage en direct. Donc, de temps en temps, ça n'a pas été simple de trouver une bonne femme de ménage. Pour moi, une femme de ménage, ce n'est pas qu'une femme de ménage. C'est vraiment un partenaire. Il y a vraiment un relationnel, il y a de l'humain. Et souvent, j'apporte vraiment une grande importance sur l'écoute. Encore une fois, sur la communication, pour moi, c'est hyper important. De temps en temps, il faut aussi remettre un peu les points sur les i parce qu'il peut y avoir quelques petites déviances ou un petit laisser-aller. Donc, ça sous-entend aussi que de temps en temps, il faut faire des points inopinés, d'aller faire des petites visites, voir comment ça se passe. D'y aller doucement aussi parce que ça sous-entend qu'on remet en cause un petit peu le travail. Mais au contraire, moi, je vois ça, parce qu'on apprend aussi souvent de nos erreurs, de ce qui ne va pas. Moi, je prends en compte beaucoup les commentaires des clients parce que c'est grâce à ça aussi qu'on s'améliore. On n'est pas forcément tout le temps parfait. Donc, au contraire, c'est grâce à ça qu'on trouve des solutions, qu'on avance. Et du coup, on en fait part aussi aux femmes de ménage de façon à qu'elles fassent attention. Et d'autant plus aujourd'hui, avec un contexte Covid, il faut être d'autant plus méticuleux sur toutes ces prestations-là. Pour moi, c'est important. Mais ça n'a pas été simple. On a eu différentes femmes de ménage où, tu as les femmes de ménage qui ne font pas le ménage, par exemple. C'est un petit peu compliqué. Hein. Et que tu t'en aperçois pas tout de suite. Ok, top. Alors, on t'a demandé ce que tu détestais dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? Écoute, c'est tout ce que ça englobe. Je ne sais pas comment dire. Pour moi, c'est vraiment, c'est une passion. J'aime le patrimoine. Bien évidemment, pour moi, l'immobilier, ça amène à ce que je suis en train d'arriver à faire, c'est-à-dire cette fameuse liberté de choisir. Alors oui, ça peut amener à une liberté où on peut faire le tour du monde derrière, rien faire, mais bon, ça ne me correspond pas. Moi, je suis une femme de terrain, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'objectifs, de projets. Ça m'anime. Et souvent, d'ailleurs, on a tellement d'objectifs que... Alors, je dis on parce qu'on est deux, hein, malgré tout. Et après, on se complète. Mais moi aussi, en tant que femme, je pense que j'ai vraiment l'âme d'une entrepreneuse. J'ai besoin de ça. Je ne sais pas comment expliquer, c'est viscéral. Donc, c'est pas... L'immobilier m'amène à pouvoir faire ce que je suis en train de mettre en place. Tout. Voilà, l'entrepreneuriat, on a déjà démarré, on a déjà une société. La deuxième société, pour moi, ça va être un gros changement, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de nouveautés, mais un gros challenge. Et je sais que derrière, j'ai envie de faire d'autres choses. Est-ce que toujours dans l'entrepreneuriat. C'est la société secrète dont tu parles pas? Ouais, et qui va arriver bientôt. On n'en saura pas plus. Non, qui va arriver bientôt, ça va se savoir. Maintenant, je suis quelqu'un assez, comment dire, bon, je sais pas si on peut dire ça, superstitieuse ou quoi. Si j'en parle trop vite, j'ai peur que ça me porte la chroumoune, enfin tout ça. Ouais, ça marche. Donc voilà, puis je parle vraiment de ce qui est concret. Parce qu'il peut y avoir des aléas qui fait que ça n'arrivera pas et j'aime pas parler de choses qui vont pas se passer. Ça me dérange un peu. Donc je préfère parler de choses qui sont concrètes. Donc pour moi, voilà. Et puis j'ai plein d'idées. C'est vrai qu'on a toujours plein d'envie de... Bon, après, il y a des choses qui se mettront en place, d'autres pas. Mais ça m'anime. J'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de ces projets-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des mentors, des personnes qui t'inspirent? Ou est-ce que tu débrouilles par toi-même? Les mentors, à proprement parler, je ne sais pas si je peux appeler ça... Enfin, dans l'immobilier, non. Non, franchement, non. Pas du tout. Je dirais plus... Alors, d'autres personnes que je suis, que j'aime bien... qui ne sont pas dans l'immobilier, mais par exemple, il y a Caroline Receveur. C'est quelqu'un, je trouve, c'est vraiment elle est vraiment l'image d'une femme qui est partie de rien, qui a su utiliser d'ailleurs son image parce qu'elle a démarré, on va dire, dans la télé-réalité peut-être, mais on l'oublie facilement. Mais je trouve que c'est vraiment une femme d'affaires qui a su vraiment, qui a su vraiment développer plein de business. Tout en ayant une vie, bon après attention, les réseaux, on peut donner ce qu'on a envie de donner, donc voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a ce côté famille aussi. En tout cas, elle me donne envie parce que c'est une femme, une femme d'affaires. Et je pense que, alors je suis pas du tout, je
me compare pas du tout parce qu'on n'est vraiment pas du tout dans le même… voilà, mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui m'anime plus. Un côté plutôt entrepreneur, femme d'affaires, chef d'entreprise, même si on est dans des registres complètement différents, mais ça va être plus ça. Et après, je dirais plus pas des mentors, mais plus de partager avec plein de gens. Je trouve ça très enrichissant. Alors, moi, je peux apporter des choses, mais j'apprends aussi beaucoup des autres. Et je trouve que l'expérience de chacun est hyper enrichissante. On apprend toujours. Je vois même dans mon domaine de CGP, chaque dossier, chaque client est différent, et j'apprends beaucoup des autres, en fait. Je trouve ça très enrichissant. Okay. Il y a la petite phrase, tu sais, l'immobilier, c'est pas de tout repos. Je suppose que tu as plein d'anecdotes. Est-ce que tu en aurais une à nous partager? Alors, des anecdotes, j'en ai plein. Hein. Une anecdote, pour revenir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, justement, sur le manque de respect, de bienveillance, etc. En fait, quand j'ai acheté un immeuble, dedans, il y avait des locataires. Donc ça a des points positifs et ça a des points négatifs. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas ses locataires au moment-là. Ils sont déjà là. Voilà. Bon, bref. Et donc, du coup, il y avait en l'occurrence une personne, une femme, qui assez rapidement n'a pas payé son loyer. Ce que je peux comprendre, des accidents de la vie, etc. Il n'y a pas de souci, je suis dans les coups. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, je l'ai vue, on a essayé de comprendre, voir comment ça pouvait se passer, où elle en était, est-ce qu'elle recherchait un travail, parce qu'au moment-là, elle n'en avait plus, etc. Donc, il n'y a pas de souci, on voulait mettre en place des choses. Elle nous disait, oui, à ce moment-là, on va mettre un échéancier, moi, il n'y a pas de problème, etc. On relance jusqu'à un moment où on n'a plus aucune nouvelle. Donc, on a mis en place une procédure avec une mise en demeure, huissier, justice, tout ce qu'on veut. Ça a mis un temps certain. Et en fait, elle nous bananait, en fait. Elle nous mentait. Elle nous mentait sur pas mal de choses, parce qu'on l'a su après. Parce qu'il y a des voisins, il y a plein de choses, donc ça se sait assez rapidement. Et ça, j'ai du mal, en fait. Je peux comprendre, voilà, je suis quelqu'un vraiment où je peux comprendre les accidents de la vie, je peux comprendre tout ce qu'on veut. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est propriétaire d'un immeuble qu'on n'a pas de charge, qu'on n'a pas de choses à côté. Maintenant, on a pris le risque aussi d'acheter de l'immobilier. Tout le monde ne le fait pas. Après, c'est un choix, d'accord. C'est pas parce qu'on a un immeuble que pour autant, les loyers doivent être gratuits. Enfin, je veux dire, on est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. Maintenant, me manquer de respect, de mentir, ça me dérange. Le mensonge, je supporte pas ça, en fait. C'est vraiment quelque chose, ça m'horripile. Tout ce qui est vulgarité, mensonge, tout ce qu'on veut, moi, ça me sort, enfin, je peux pas. Bref, pour en arriver qu'on a enfin réussi au bout d'1 an et demi à sortir, parce que vous savez qu'en France, c'est très compliqué, de faire respecter des règles. Alors justement, on va être dans les règles. Donc, on suit les règles, c'est-à-dire qu'on met un protocole en place, etc. Encore une fois, je ne dénigre personne. Les accidents de la vie, ça peut arriver à tout le monde, je l'entends. Maintenant, justement, j'ai été force de proposition en amont avant d'en arriver à la mise en demeure, à huissier, etc. Et finalement, pour me faire avoir, ça me dérange. Et pour récupérer en plus un appartement dans un état pitoyable. Voilà. Tout à refaire. Voilà, aucun respect et puis c'est surtout le jour où je l'ai récupéré, limite c'est bon, de toute façon vous n'avez pas eu votre loyer, vous avez eu ce que vous voulez, voilà, mais limite des insultes, bref, j'en passe, donc ça me dérange, donc ça c'est une anecdote parmi tant d'autres. Ok. Est-ce que, donc on va terminer l'interview, est-ce que tu as un conseil à donner à des nanas qui aimeraient se lancer dans l'immobilier ou peut-être qui ont la flip? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, avec le recul que tu as aujourd'hui? Eh bien, moi, je dirais, mais tel que moi, je l'ai fait finalement via mon activité, c'est vraiment d'essayer de se former ou au moins de s'entourer de gens avec un même état d'esprit. Pour moi, déjà, quand on investit dans l'immobilier, la base, c'est d'avoir un mindset qui soit bien présent parce que l'immobilier, c'est jamais lisse. Il y aura des aléas. Donc, il y a des fois où on est en haut et puis il y a des fois où on est un peu en bas. C'est normal, c'est humain. Et le fait de bien être entouré, de pouvoir poser les bonnes questions à des personnes de par leur expérience, déjà sur le terrain, leur expérience dans la théorie, dans la pratique, peu importe, c'est important. Donc, pour moi, ça passera aussi forcément par la formation. Ça évitera de se planter, d'avoir au moins des bases. Après, la meilleure formation, clairement, c'est sur le terrain. Franchement, c'est comme ça qu'on apprend, clairement. Mais d'avoir des bases, c'est important. Donc, c'est vraiment de s'entourer, de participer à des événements
Je le dis pas parce que moi, je suis aussi coach, formateur, voilà. Je participe aussi à des événements en tant qu'intervenant, mais justement, lors de ces événements-là, je partage mon expérience, je partage des expériences aussi avec d'autres investisseurs, d'autres chefs d'entreprise qui me permettent aussi d'avoir un regard différent, d'avoir une expérience différente qui fait que derrière, je vais sortir de là, je vais être boostée, je vais avoir envie de voir peut-être d'autres choses, voir différemment. Donc, je pense que en tant que femme, clairement, parce que parfois, mais que ce soit homme ou femme d'ailleurs, il faut avoir un petit peu de confiance en soi, c'est pas forcément évident. Quand on démarre et qu'on sort de sa zone de confort, c'est très compliqué. Et ça passe par un bon entourage parce que je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui où moi, j'ai pas un entourage qui est chef d'entreprise, j'ai pas un entourage d'investisseurs à la base, pas du tout. Et c'est parce que j'ai baigné finalement de par mon activité, de par les réseaux, ça a été une grande force qu'on n'avait pas nous au démarrage. Je pense toutes les trois d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu la force des réseaux qui a fait que ça nous a permis de rencontrer vraiment de belles personnes. Et pour ça, franchement, je reviendrai en rien en arrière parce qu'aujourd'hui, je connais vraiment de belles personnes, vraiment. Après, il y a tout, il faut faire attention, c'est comme partout. Non, mais c'est vrai. Il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes et puis se former. Eh ben, merci. Merci Claude. Avec plaisir. Interview, c'était vraiment cool d'avoir partagé tout ce que tu sais, donc c'est vraiment sympa. Et puis, écoute, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Ok, ça marche. Non, j'étais en train de réfléchir si c'est intéressant de dire ça d'abord tout de suite. Est-ce que je passe sur cette question ou pas? Je regarde mon petit papier, tu vois, pour pas oublier les choses.